Yaorana, Kuraura et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Lorsque l'on passe son permis, on est souvent pris par le stress, l'angoisse et pourtant c'est un véritable saint graal pour l'autonomie. Aujourd'hui, on explore les meilleures astuces pour réussir son permis du premier coup, pourquoi pas, et en toute sérénité. Avec nos invités, d'un côté Jean-Gabriel Rousseau, responsable des inspecteurs de la DTT, la Direction des Transports Terrestres Yorana. Voilà. Et de l'autre, nous avons donc Dorel Karenko et Rachid Lekadir, tous deux directeurs et moniteurs de leurs auto-écoles. Yorana, messieurs. Yorana. On va commencer avec toi, justement, Dorel. Au-delà de se mouvoir, de conduire, c'est aussi une grande responsabilité. Quel est ton regard sur cette responsabilité qu'ont les conducteurs ? La responsabilité, elle est encadrée par le code de la route. On a affaire à des gens qui sont majeurs, sauf certaines catégories de permis, mais on en parlera. On parle principalement du permis B, donc pour conduire un véhicule léger. Donc en effet, c'est une liberté, mais une liberté sans cadre, c'est plus une liberté. C'est l'anarchie finalement. Monstre, ouais, voilà, oui. C'est ça exactement. Donc le cadre est posé, à mon avis, par principalement le code de la route. Donc la liberté de se mouvoir, oui. Mais comme chacun veut user de sa liberté, il ne faut pas que les uns empiètent sur celle des autres. Je pense que c'est un principe de base. Bien sûr. Voilà. Et un peu dans la même question, dans la même idée, Rachid, est-ce que c'est la même chose en fonction des véhicules ? J'ai l'impression que, par exemple, les deux roues sont un petit peu plus limitées, mais c'est plus par sécurité, je suppose ? L'inconvénient un peu des deux roues qu'on va retrouver, c'est qu'on a des fois des jeunes qui ont 14 ans, qui ont passé la SSR1 ou la SSR2, donc n'ont pas la maîtrise du code de la route, qu'on va quand même mettre en formation 5 heures sur la route pour les BSR. Après, dès qu'on passe sur la 125, c'est à partir de 16 ans, eux ils sont obligés de passer le code de la route, donc il y a une maîtrise déjà de la partie code, et après une application sur la route. Et le fait qu'on ait des gens qui aient passé le code, pour moi, c'est déjà, on cadre bien le travail sur la route. Les BSR, ils n'ont pas vraiment une bonne formation sur la route au niveau du code spécifique. Donc avec un code un peu plus approfondi pour eux, on mettrait des gens peut-être un peu plus en sécurité sur la route par rapport au code, sur les deux roues. Bien sûr. Après les gros cylindrés, c'est des gens qui ont déjà un permis voiture, donc ils ont déjà passé le code de la route, qui refont des fois une fois le code de la route, donc ils sont déjà en général assez cadrés. D'accord. Alors là, on entend qu'il y a plusieurs catégories de permis, plusieurs catégories de véhicules. Finalement, Jean-Gabriel, comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça ? Vous avez des barèmes, je suppose, pour pouvoir juger toutes ces catégories ? Alors, à chaque catégorie, nous avons effectivement des grilles d'évaluation qui nous permettent d'apprécier le savoir-faire et le savoir-être du conducteur. Donc, nous, on vient sanctionner, si tu veux, la formation. Alors, le mot sanctionner une formation, ça ne veut pas dire qu'on est là pour punir ou je ne sais quoi. C'est qu'on vient vérifier si tous les acquis sont présents. Et à partir de là, une fois que l'élève a fait ses 20 à 30 minutes d'évaluation, on va dire correctement, on va lui accorder son permis de conduire. D'accord. Mais pour en revenir à ta question de base, oui, effectivement, suivant la catégorie de véhicule, que ce soit un véhicule de roues, un véhicule, une voiture ou un poids lourd, un transport en commun, les critères sont différents. Alors, on va remettre les choses déjà au clair pour tout le monde, puisque certains peuvent être un peu perdus. On entend parler de ASSR1, ASSR2, BSR. Dis-nous, explique-nous, c'est quoi finalement, Rachid, tu en parlais ? Le BSR, c'est le brevet de sécurité routière. D'accord. Pour l'acquérir, il faut faire une formation en Tahiti de 5 heures dans une auto-école où on propose le BSR. Il faut fournir des dossiers qu'on prend à la DTT, des dossiers. Et à l'issue, le moniteur valide ou ne valide pas. Il peut ne pas valider s'il estime que la personne... Il y a 2 heures qui se font ce qu'on appelle hors circulation sur un plateau pour manier l'engin, équilibre et tout. Et après, on passe 3 heures sur la route où là, soit l'élève il est devant, soit il est derrière la voiture, liaison par talkie-walkie, et on lui apprend à se placer sur la chaussée, à passer une intersection avec feu sans feu, des giratoires, pour vraiment que s'il aille sur la route, il soit déjà en sécurité lui et qu'il ne mette pas les autres usagers en danger. Alors là, on voit que c'est... Ça, c'est pour le BSR. Oui, juste le BSR, comme alors, c'est assez court. Il faut qu'il ait acquis le SSR1 ou la SSR2. Voilà, c'est là où ça SSR, c'est l'attestation scolaire de sécurité routière qu'on passe en 5e pour le 1 et en 4e pour le 2. D'accord. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas acquis. Donc, ils peuvent directement à la DTT passer ce qu'on appelle l'ASR. Voilà, ils passent ça, c'est 20 questions. Jean-Gabriel Rousseau sera plus amené à répondre à ça. Et après, une fois qu'ils ont acquis ça, on peut faire le dossier.
Alors avant de parler justement des questionnaires, donc des examens, on va se tourner vers Dorel. Là, on vient d'entendre parler de la SSR 1 et la SSR 2, donc en 4e et 5e et 4e, hein, c'est ça? 5e et 3e. 5e et 3e, pardon. Très important. Mais du coup, est-ce que c'est efficace de pouvoir sensibiliser dès le plus jeune âge les jeunes au code de la route? C'est le fameux, un peu, c'est le vœu, je pense, de tout le monde, donc ce qu'on appelle le continuum éducatif. Alors c'est un mot un petit peu compliqué. C'est pour que les jeunes, dès justement leur plus jeune âge, soient sensibilisés à ce qu'on appelle le phénomène routier. Par exemple, alors j'évite en général d'établir ce genre de comparaison, mais il faut quand même avoir des bases Bien sûr. de discussion. En métropole, pardon, il y a des programmes qui font que les enfants, dès le cycle 1 du primaire, hein, c'est-à-dire maternelle grande section et cours préparatoire, Ah oui, très jeune alors. voilà, très jeunes, sont déjà sensibilisés à l'enfant passager. C'est-à-dire juste savoir qu'ils doivent rester derrière dans un siège auto et dans un réhausseur, enfin, selon l'âge, la taille, etc. Ensuite, on a l'enfant piéton. Là, c'est le cycle 2 du cycle primaire. On leur apprend à traverser la rue avec les 5 règles avant de traverser une rue, etc. Ça se fait souvent avec les maîtresses, le personnel enseignant. Et ensuite, on commence à leur faire travailler en cours moyen, donc cycle 3 du primaire, sur des petits scénarios d'accident. Et ensuite, en effet, il y a, donc dans le cadre de ce continuum éducatif, et là, la Polynésie est à jour, entre guillemets, il y a la SSR 1 en classe de 5e, la SSR 2 en classe de 3e. Et donc, le but, c'est d'avoir des personnes qui soient déjà Sensibilisées. conscientes, oui, c'est ça, et puis conscientes des risques, des réalités de la route. Alors quel est ton regard justement, Jean-Gabriel, par rapport à tout ce que l'on vient de dire? Sensibiliser aux plus jeunes, c'est essentiel? Bien sûr, c'est essentiel et le gouvernement en a tout à fait conscience puisque notre ministre de tutelle, M. Jordi Chan, nous a demandé de mettre en place un programme de continuum éducatif alors, dès la maternelle, hein, et ce, en collaboration avec la direction générale de l'enseignement secondaire. Donc, de l'enseignement secondaire et primaire. Et l'idée, c'est qu'on puisse leur fournir des outils aux institutrices, aux instituteurs, pour qu'effectivement, dès le plus jeune âge, ils puissent apprendre les bases aux enfants pour qu'ils puissent se déplacer en toute sécurité. Alors justement, maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et c'est peut-être pour ça que vous regardez l'émission. Le code, ça commence toujours par là. Rachid, est-ce que tu peux nous rappeler? Donc le code, on va pas rappeler toutes les règles du code de la route, hein, sinon on pourrait faire une émission de 48 heures. Mais on va déjà voir les bases. Donc le code de la route, c'est le respect de ce qui se passe sur la route tout simplement. D'accord. Voilà. Quand tu parles le code de la route, le TG, l'examen, ou le code... Tout simplement le code en lui-même, le code de la route. Le code en lui-même. Bon, il y a... Soit on va chercher sur des livres pour apprendre le code. On peut l'apprendre aussi maintenant avec les réseaux sociaux. On peut aller sur des sites qui t'apprennent le code aussi. Et après, dès que tu commences à rentrer sur la route, que ce soit en BSR, en moto, tu vas aussi encore perfectionner ton code. Parce qu'il y a la partie théorique que tu vois par image où tu apprends, et il y a la partie pratique. Et des fois, il y a une différence entre les deux. On est assis derrière, dans une salle, on apprend le code, on maîtrise le code. On répond aux questions, on fait pas beaucoup de fautes. Et dès qu'on va sur la route, que la situation est devant vous, eh ben, elle devient plus compliquée. Voilà. Il faut prendre en compte la distance des voitures, ce genre de choses. Voilà, exactement. La vitesse de la voiture, si on est en mouvement, que dans une salle, on est rarement en mouvement. Le code, en général, la voiture, elle est toujours en image arrêtée. Sauf maintenant, dans certaines questions, on a des images en mouvement, mais pas encore trop en Polynésie. Et c'est vrai que c'est une différence entre l'arrêt et le mouvement. Et le véhicule. Alors, pour l'examen du code, on y reviendra un peu plus tard avec Jean-Gabriel, mais est-ce qu'il y a des astuces d'Aurel pour pouvoir avoir son code, puisque c'est le premier examen pour avoir son permis, le code du premier coup? Oui, travailler. Simple, rapide, efficace. Non, mais bon, je développe un peu quand même. Donc déjà, il faut se faire aider. Oui. Parce qu'il faut être conscient que, ici particulièrement, la barrière de la langue peut être un frein. Voilà, un frein. J'en suis particulièrement conscient quand j'ai mes stagiaires en code. Donc le fait de travailler avec un professionnel de l'enseignement, de la conduite et donc bien sûr du code, permet à certains ou certaines, à force de travail, et peut-être que ces gens-là travailleront plus que d'autres, bien sûr, puisqu'il leur manque peut-être même certainement des prérequis,
Mais déjà, le fait donc d'être aidé par un professionnel peut augmenter leur chance de réussite. Aider à comprendre. Moi, souvent, ce que je dis à mes stagiaires, c'est apprendre, c'est bien, mais il faut apprendre en comprenant. En comprenant. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, on fabrique des perroquets et des perroquets sans tête. Bien sûr. Donc, il faut comprendre en fait, pourquoi on me pose cette question. Quelle est la question? Sur quoi elle porte? À quelle règle du code de la route elle fait référence? Voilà un petit peu ce que j'explique à mes futurs candidats. Oui. Est-ce que, Jean-Gabriel, est-ce que tu as déjà vu justement ce genre de cas de personnes qui apprennent, entre grandes guillemets, bêtement le code sans forcément le comprendre et qui arrivent le jour de l'examen et se font surprendre? Alors, on va remonter dans le temps, parce que je suis inspecteur depuis 2004, donc ça commence à faire pas mal d'années. Et avant, on exploitait des séries qui étaient diffusées dans les auto-écoles. Les gens venaient à l'examen, et ils avaient appris par cœur les séries du code. Et lorsqu'on les retrouvait sur la route, ils ne comprenaient pas forcément ce qui se passait, la signalisation, etc. En 2013, on a changé ça, on a mis en place des séries qui ne sont plus diffusées, qui n'appartiennent qu'à la DTT. Et effectivement, au début, le taux de réussite a chuté de façon fatale. Mais après, les gens ont compris qu'il fallait connaître les règles du code de la route. Pour pouvoir les appliquer. Voilà, pour pouvoir circuler. Circuler en bonne entente et savoir partager la route, puisque c'est le plus important. Donc, le code de la route, l'examen du code, c'est quelque chose qui est en constante évolution. C'est-à-dire qu'on s'adapte aux besoins de nos candidats. Et là, très prochainement, la DTT va être en mesure de mettre en place un nouveau logiciel de code. Donc, celui-là permettra d'avoir des séries individualisées pour les examens. Permettra aussi au candidat, à l'issue de son épreuve, de savoir où est-ce qu'il a commis des fautes et quel thème il doit travailler, parce qu'il faut savoir qu'une série du code, elle est composée de 16 thèmes. D'accord ? Donc, ce sont des thèmes, que je donne des exemples. Ce sera des thèmes sur la signalisation, ce sera un thème sur les dangers, ce sera un thème sur le comportement. Bref, mais on a même des thèmes sur l'écologie. Donc, c'est vaste comme programme, mais en travaillant correctement, à l'aide d'un livre, à l'aide de son moniteur aussi, parce qu'il y a des moniteurs en salle de code qui sont présents pour donner des leçons, et on se présente à l'examen dans de meilleures conditions. Donc oui, il y a des gens qui viennent, qui ont travaillé, qui ont appris par cœur, et qui parfois ressortent avec un résultat défavorable parce qu'ils n'ont peut-être pas bien compris ce qu'on leur a demandé. Il y a des gens aussi qui viennent en touristes, c'est-à-dire qui viennent genre je tente ma chance. Et ils nous le disent, ils ressortent, j'ai tenté ma chance, j'ai pas réussi. Je voulais juste voir où est-ce que j'en étais, c'est ça? Quel est mon niveau, où est-ce que je me situe. Donc là, ils prennent conscience qu'il va falloir travailler. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que dans nos statistiques, la plupart des gens réussissent leur examen du code entre le premier et le troisième passage. Donc sur une année, avec, on va dire, sur l'ensemble des primo-candidats, donc des premiers inscrits, on a 70% qui réussissent l'examen du code. Et ce qui est pas mal. Ce qui est déjà pas mal. On est à 10 points en dessous de la métropole. Donc, justement, en parlant de la métropole, dans le code, il y a aussi, sauf erreur de ma part, si je me souviens bien de mes années de code qui remontent un petit peu, il y a 5 questions qui vont être liées à la France. C'est bien ça, Rachid? Alors, dans les séries actuelles, après, il y aura sûrement, ça va changer, il y a 35 questions qui prennent la métropole et Tahiti, mais les 5 dernières, c'est que sur la métropole. D'accord. On a une différence, on n'a pas d'autoroute ici. On n'a pas de route à accès réglementé. Il est évident qu'il faut que ces gens-là, quand ils vont partir en vacances en métropole ou aux États-Unis ou ailleurs, ils connaissent aussi la réglementation du pays. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Petite question de curiosité qui vient de me popper là. Comment est-ce qu'on fait dans les pays où on roule à droite, à gauche? Enfin, on roule de l'autre côté, pardon. Est-ce que le code s'applique aussi ou est-ce que là, on n'a pas le droit de conduire? Alors moi, ce que je fais pour ma part, j'ai roulé en Australie, j'ai pris le code, j'ai regardé comment là-bas, ce qui changeait la métropole. J'habite pas loin de l'Italie en métropole, donc j'ai pris l'Italie, parce qu'en Italie, un exemple, l'autoroute en France c'est bleu, en Italie c'est vert, les panneaux. Et les bleus, c'est l'inverse, c'est national. Et je me suis trompé en Italie parce que j'ai voulu prendre l'autoroute et je suis parti sur le national. Donc se renseigner. Il faut quand on part en vacances, on va prendre un pays étranger, on va regarder le code, ce qui est spécifique à ce pays pour pas se tromper. C'est tout à fait normal. Une recherche, comme on disait, aussi bien pour travailler le code, même si on est moniteur, même si on est en vacances. Voilà. Tout simplement. Donc, simplement, oui. On a fait le tour sur le code finalement. On vous le souhaite, vous l'avez réussi du premier coup. Et puis la prochaine étape, c'est le permis. Alors, question un petit peu sensible, puisque ici à Tahiti, ça se fait beaucoup. Est-ce que l'apprentissage en famille, à savoir avec le papa qui est à côté et qui essaye de t'apprendre sur les parkings, dans les zones industrielles, quel est ton regard finalement en tant que moniteur par rapport à cette pratique d'oral? Déjà, c'est interdit.
Donc les gens sont dans l'illégalité. Mhm. En général, ils le savent. Donc c'est pas une très bonne idée parce que souvent on prend les mauvaises habitudes des gens qui nous, je mets le terme entre guillemets, forment. Le papa, la maman, le tonton, etc. Il y a une question de responsabilité par rapport aux assurances. C'est-à-dire qu'en cas de sinistre, en cas d'accident, en cas de sinistre, la personne n'ayant pas son permis n'est pas assurée, bien sûr. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée, puisque jusqu'à preuve du contraire, les parents ne sont pas enseignants de la conduite, enfin, sauf exception, bien sûr. Et ceux-là, en général, ne procèdent pas ainsi. Donc je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, mais je pense qu'on devrait demander son avis aux représentants de la force publique. On va se tourner justement vers Jean-Gabriel. Directement de la force publique. Alors ici, on n'a pas sur le plateau de candidats qui auraient pu témoigner, donc je vais prendre mon exemple. C'est vrai que c'est totalement différent de l'apprendre avec des parents, puisque j'ai eu l'occasion, avec un baleiniao, qu'en auto-école. Du coup, tu confirmes tout simplement, c'est interdit, on n'a pas à le faire. On interdit l'utilisation du baleiniao en auto-école, donc ça peut te rassurer. Non, c'est formellement interdit, effectivement, puisque pour être enseignant de la conduite, il faut être moniteur, il faut être titulaire d'une autorisation d'enseigner. Maintenant, si les parents veulent, encadrer leurs enfants pour la conduite, il existe un dispositif tout à fait réglementaire qui est l'apprentissage anticipé de la conduite. Moi, je trouve que c'est l'une des plus belles expériences qu'on puisse avoir avec son enfant. Pourquoi ? Parce que dès l'âge de 15 ans, déjà, on peut apprendre à conduire. Bon, il y a un préalable, un prérequis de 20 heures, à l'obtention du code et 20 heures en auto-école. Après, les parents vont prendre le relais pendant 3000 km avec l'enfant. Et l'autre avantage qu'il y a, c'est qu'on peut passer son permis dès l'âge de 17 ans. Ah oui, donc c'est avantageux. C'est quelque chose de très intéressant. Ensuite, les assurances prennent le relais en mettant un abattement tout de suite sur la prime jeune conducteur, puisque le conducteur aura déjà circulé pendant 3000 km. Les taux de réussite sont plus élevés à l'examen. Donc oui, la conduite accompagnée, c'est quelque chose de très intéressant, à condition de s'y prendre suffisamment tôt, dès l'âge de 15 ans. Maintenant, comme le disait mon collègue Dorel tout à l'heure, effectivement, les personnes qui vont apprendre avec la famille, l'entourage familial, etc., en fait, je pense que les moniteurs, après, ont de gros soucis en formation, c'est qu'ils doivent désapprendre les mauvaises habitudes qui ont été acquises, qui ont été prises. C'est ce qui va se passer aussi avec les conduites sans permis. Des gens qui conduisent sans permis et qui un jour vont devoir passer le permis parce qu'ils n'ont plus le choix, et que là, effectivement, en auto-école, il y a un gros travail qui est fait pour désapprendre les mauvaises manières de conducteurs confirmés. Donc oui, parce que malheureusement, un jeune candidat au permis de conduire, on va me dire, c'est la personne qui conduit le moins bien. Je suis pas trop d'accord, parce que généralement, ils sont assez respectueux des règles. Alors que des conducteurs confirmés, les règles, eux, auraient plutôt tendance, on va dire, à les oublier ou les mettre de côté quand ça les arrange, quoi. D'accord. Voilà. Donc, je vais revenir encore une fois sur mon exemple. C'est vrai que sur ce cas-là, d'apprendre avec la famille, moi, mon plus gros problème, ça a été la différence avec la voiture de l'auto-école, puisque ce n'est pas la même mécanique. Du coup, Rachid, est-ce qu'on peut se tourner vers toi pour savoir la conduite anticipée ? On en a déjà un petit peu parlé avec Jean-Gabriel. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à retenir essentiels quand on veut, par exemple, avoir son enfant en conduite anticipée ? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut faire d'abord la formation auprès d'un organisme comme une auto-école, de bien faire le code. Une fois qu'on a le code, après on fait 20 heures de pratique minimum, c'est minimum. Des fois, le moniteur peut évaluer qu'il faut un peu plus pour cet enfant. Il va le lâcher avec ses parents, comme disait Jean-Gabriel Rousseau, il va faire 3000 km. On aura 2 rendez-vous pédagogiques, un à 1000 km, qui nous permet d'évaluer déjà la progression qu'il a fait. On va chercher aussi sur ce qu'il a trouvé en difficulté. Par exemple, il va dire avec sa maman, j'ai eu du mal dans les giratoires. On va retravailler un peu les giratoires. Il va de nouveau retravailler avec ses parents. Il faut que les parents aussi s'investissent dans la formation. Il y a nous, les auto-écoles, on s'investit, mais aussi, parce que si les parents font que trajet RDO, ils rentrent à la maison, l'enfant, il va faire que de la ligne droite et c'est pas utile. Il faut qu'il aille rencontrer ce qu'on va rencontrer sur la route. Donc, de temps en temps, il faut que les parents fassent travailler. Et après, on le revoit à 3000 km juste avant ses 17 ans ou ses 18 ans pour passer l'examen. Et ça donne une très bonne formation. Moi, je suis tout à fait d'accord pour cette formation. Elle commence à 15 ans. Examen à 17 ans. Faut revenir sur ça, c'est important. Il passe son examen à 17 ans quand même. Et puis après, il va être lâché sur la route avec vraiment des grosses compétences. Plus on fait de kilomètres
lors de l'apprentissage, plus la formation elle est quand même bonne. C'est important. Alors, quand on n'a pas eu l'occasion finalement d'avoir ce genre de conduite anticipée, il va falloir faire de la pratique, plus ou moins en fonction des personnes. Mais du coup, est-ce qu'il y a une astuce pour retenir plus facilement tout ce qui est mécanique, Dorel? Il faut d'abord que ce soit bien expliqué. Moi, j'aime bien la mécanique, hein, donc je suis assez... Pédagogue. Je me penche, pédagogue, ça je sais pas, c'est à mes élèves d'en juger. Mais c'est pas à moi de le dire. Non, mais déjà, j'explique beaucoup, je détaille beaucoup la mécanique. Et après, la mécanique, une fois qu'on nous l'a expliqué, on va tester et ensuite on va, entre guillemets, la vivre, la ressentir. La mécanique, c'est, comme disait Rachid tout à l'heure, il y a, on voit des photos et ensuite on est en mouvement. Donc la mécanique, c'est quoi? C'est un véhicule qui se déplace. Donc on va entendre qu'à un moment donné, il va falloir changer de vitesse, par exemple. Donc il y a le son du moteur, il y a la sensation de déplacement par rapport à l'accélération et au freinage. Donc je pense qu'il faut bien cadrer ça. Il faut vraiment bien expliquer pour qu'ensuite ce ne soit pas un fardeau. Parce que il n'y a rien de plus terrible que de voir un candidat à un examen qui galère mécaniquement, c'est une catastrophe. Parce que ça se fait au détriment de l'environnement, et c'est quand même l'environnement, c'est ce qui l'emporte largement. La mécanique, une fois qu'elle est acquise, ça va. C'est pas, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, c'est bon. Est-ce que ce genre de cas là de mécanique, oui. On a parlé du code un petit peu avant, mais la mécanique, est-ce que Jean-Gabriel, ça fait partie des erreurs éliminatoires? Quelles sont les erreurs les plus courantes finalement? Alors, on va dire que sur la partie mécanique, il y a une légende urbaine qui dit que quand on cale une fois, 2 fois, 3 fois, ça y est, c'est fini. Moi, personnellement, j'ai rarement éliminé des candidats pour avoir calé 1 fois, 2 fois, 3 fois, à condition que le candidat gère l'incident, entre guillemets, en toute sécurité. C'est-à-dire qu'il soit capable de repartir en ayant contrôlé son environnement et qu'il ne soit pas un danger pour les autres. Il faut bien prendre conscience que ce qui prime avant tout dans un examen du permis de conduire, c'est la sécurité. D'accord ? La partie mécanique, on peut avoir des lacunes. D'accord ? Maintenant, si c'est répété pendant tout l'examen, oui, forcément, une erreur qui est répétée, c'est un manque de formation. Donc ça va déboucher sur un résultat défavorable. Mais caler 1 fois, 2 fois ou 3 fois, je veux dire, mes collègues me connaissent, hein, on évalue ensemble depuis beaucoup d'années. J'ai très peu de collègues je pense pas même que j'ai des collègues qui évaluent, qui ajournent pour ce genre de choses. Moi, je voudrais revenir sur sur ta question sur la partie mécanique. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour bien retenir? Comment est-ce qu'on fait? Il faut pas oublier qu'à la base, on a un programme de formation réglementaire qui est fait sur une base de 20 heures. D'accord? Que dans ce programme de formation, on a 4 étapes fondamentales. La partie mécanique, vous m'arrêtez si je me trompe, les gars, c'est la première étape. D'accord? Et effectivement, c'est le B à bas, c'est la base. D'accord? Et que pour une personne qui vraiment n'est pas à l'aise, et ça arrive, je veux dire, il y a des gens qui ont des difficultés par rapport à la manipulation d'un embrayage ou d'une boîte de vitesse, on a l'option permis boîte automatique. D'accord ? Donc on a soit boîte manuelle, soit automatique, et les auto-écoles sont de plus en plus nombreuses à proposer ce genre de véhicule à l'examen. Donc la personne peut très bien aussi passer l'épreuve du permis de conduire sur un véhicule automatique. Donc tout le monde peut accéder au permis de conduire, tout simplement, suivant son niveau. Alors pour avoir accès à un permis éventuellement, vous pouvez aussi vous tourner directement vers certains programmes qui sont mis en place, comme par exemple HALT à la prise de risque. Est-ce qu'on peut en parler rapidement, Jean-Gabriel? Est-ce que cette année c'est mis en place et en quoi ça consiste rapidement? Alors HALT à la prise de risque, c'est une opération qui est gérée par la Gendarmerie nationale. C'est une exception, elle n'existe qu'en Polynésie, donc c'est un grand succès. Elle existe depuis plus de 10 ans, hein, donc là je crois que c'est la 12e édition, je ne veux pas dire de bêtises. Alors c'est un stage où il y a plusieurs intervenants, okay, donc ça va être les auto-écoles, c'est des assurances, ça va être un médecin, le docteur Belli qui vient, hein, pour expliquer la traumatologie liée aux accidents de la route, et ça dure toute une journée, d'accord ? Et à l'issue de la journée, des candidats peuvent repartir avec une formation au permis de conduire s'ils ont répondu correctement à un questionnaire. Donc l'opération, elle se déroule en 6 dates, hein, si mes souvenirs sont bons, dont une à Moorea. D'accord. Les années, on pouvait le faire, on en a fait aussi à Raiatea, un grand succès aussi. C'est une opération qui demande beaucoup de moyens, hein, humains et financiers. Donc on a un bon partenariat avec les assureurs, avec
enfin avec le Cosoda, avec d'autres entreprises de restauration, etc., qui nous fournissent tout ce qui est alimentaire. Et chaque année, ce sont environ 30 personnes qui repartent avec une formation complète au permis de conduire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus en détail. Pour les différentes dates, vous allez pouvoir aller sur le Facebook de la gendarmerie.pf et pouvoir vous renseigner. Donc les prochaines dates, c'est 15 février, 22 mars, 26 avril, 17 mai et 14 juin. Pour vous renseigner sur le permis en général, vous n'hésitez pas, vous pouvez aller aussi sur service-public.pf/DTT pour la direction des transports terrestres. Et puis, écoutez, merci messieurs d'avoir répondu à mes questions. Les réponses étaient tellement intéressantes qu'il vaudrait peut-être le coup de faire un deuxième épisode. Pourquoi pas? On y réfléchira. Merci encore messieurs. Merci bien. Au revoir. Les amis, c'est la fin de notre émission. Nous, on se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VAT Haiti. Maururu itotato faririra trahoma yarana.